Bienvenue sur le Murmure Digital, là où les grandes idées résonnent en silence. Installez-vous, écoutez attentivement et plongeons ensemble dans le sujet d'aujourd'hui. Salut tout le monde. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on va vraiment plonger dans les abysses de la nature humaine. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Imaginez juste un instant un monde où votre compte en banque n'augmente que si vous acceptez de subir des violences physiques. Ou pire, d'en infliger aux autres, c'est ça qui est terrifiant. Et exactement. Et tout ça en direct, sous le regard d'un public complètement invisible, mais super exigeant. Alors la question, c'est jusqu'où on est prêt à aller pour effacer ses dettes? Bah, c'est tout l'enjeu des documents qu'on a épluchés aujourd'hui. On va parler d'une œuvre sud-coréenne qui fait énormément de bruit, The Age Show. Ouais, on va déballer tout ça ensemble, parce que, honnêtement, si on pense que c'est juste un énième thriller de survie avec un peu de sang pour faire le buzz, on passe totalement à côté du truc. Complètement. En fait, les notes psychologiques et socio-économiques qu'on a rassemblées montrent que c'est un véritable laboratoire viscéral. C'est une loupe géante sur le capitalisme moderne, quoi. C'est clair. Et sur l'économie de l'attention aussi. Mais bon, pour comprendre comment ces personnages finissent par perdre la tête, il faut d'abord regarder la mécanique de la prison dans laquelle ils sont enfermés. C'est la base, oui. Le système lui-même est conçu, dès la première seconde, pour broyer toute notion d'équité. Alors, on pose le décor. 8 personnes, tout au bord de la faillite, complètement écrasées par les dettes, elles acceptent de participer à une expérience et se retrouvent enfermées dans un bâtiment de 8 étages. Et la règle magique, entre guillemets, c'est que le temps passé à l'intérieur est littéralement converti en argent. Le compteur tourne à chaque minute. Mais le piège, le vice absolu, c'est la toute première minute. Chaque participant doit tirer une carte au hasard, de 1 à 8, pour savoir à quel étage il va vivre. C'est ça, et ça change tout. Ouais, c'est un peu comme s'asseoir pour jouer au Monopoly, mais le jeu est truqué dès le départ. Un joueur a déjà des hôtels sur les meilleures rues, et toi, t'as même pas de quoi payer la première case. C'est la métaphore parfaite de la loterie de la naissance, en fait. Et ce qui est fascinant ici, quand on regarde les chiffres de plus près, c'est l'ampleur de la fracture. Vas-y, donne-nous les chiffres pour qu'on se rende compte. Eh bien, l'écart de revenus suit une courbe exponentielle, un peu comme la suite de Fibonacci. Le mec du premier étage, tout en bas, gagne 10 000 won par minute. D'accord, 10 000 won. Mais la personne qui a tiré l'étage 8 amasse 340 000 won par minute. C'est 34 fois plus, juste pour exister dans le même bâtiment. Attends, 34 fois plus. Faisons le calcul de tête là. Si l'étage 8 gagne ça par minute, en une seule heure, elle accumule plus de 20 millions de won. C'est vertigineux. C'est énorme. C'est beaucoup plus que ce que le gars du premier étage gagne en une journée complète. Ah ouais, c'est la déconnexion totale entre le temps investi, le travail, et la richesse de ceux qui sont au sommet. L'argent génère de l'argent sans aucun effort. Exactement. Ça reflète parfaitement la croissance fulgurante du 1% des plus riches dans notre monde actuel. Mais il y a un autre détail mathématique super sadique dans ce jeu. La fameuse règle sur les achats, c'est ça. Voilà. Tout ce qu'ils achètent dans ce bâtiment coûte 1000 fois le prix du marché. Une bouteille d'eau, une couverture, des toilettes de fortune. 1000 fois, donc genre 3 000 € pour une bouteille d'eau juste pour ne pas mourir de soif. C'est ça. En économie, c'est ce qu'on appelle la taxe de pauvreté. Dans la vraie vie, être pauvre, ça coûte très cher. Ouais, les agios, les crédits à la consommation, ne pas pouvoir acheter en gros, c'est un cercle vicieux. Tout à fait. Et là, ça oblige les étages inférieurs à brûler un pourcentage énorme de leur petite cagnotte juste pour de la dignité humaine basique, alors que l'étage 8 s'achète des meubles de luxe sans même égratigner son solde. Et forcément, avec une économie aussi truquée, les relations humaines explosent. D'ailleurs, avant qu'on analyse comment ils se transforment en tyrans, c'est le moment de faire passer notre petit message. Je t'en prie, vas-y. Si cette exploration des dynamiques sociales vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions en commentaire. Ne restez surtout pas silencieux comme les personnages des étages du milieu. C'est vrai que les étages du milieu ont une dynamique très particulière. Mais pour comprendre la hiérarchie, il faut observer les extrêmes. Ouais, prenons l'étage 8. C'est vraiment l'archétype de la richesse héritée. Elle n'a même pas de dette. Elle est juste là parce qu'elle s'ennuie en fait. Elle agit par pur caprice. Totalement. Et à ce moment fou où elle prend des bains moussants avec l'eau potable alors que l'eau est censée couler vers le bas pour tout le monde. C'est un mépris hallucinant. Tout prolétaire, un gars brisé qui accepte les pires humiliations juste pour soigner sa fille malade. C'est tragique. Mais dans le dossier, il pointe surtout le rôle de l'étage 7, non? Ah, l'étage 7, c'est vraiment la clé de voûte de cette injustice. C'est l'intellectuel du groupe. Il comprend le système en quelques heures. On pourrait croire qu'il va utiliser son cerveau pour aider les autres, du coup. Eh bien non,
C'est tout l'inverse. Il utilise son intelligence pour justifier la hiérarchie. Il crée des règles, des plannings, et il devient la caution morale de l'exploitation. Waouh! Donc il structure l'oppression pour la faire passer pour un truc logique et nécessaire. Ça me fascine. D'ailleurs, je me posais une question en lisant les notes. Laquelle? Est-ce que ces gens-là, genre l'étage 8 ou 7, étaient déjà mauvais avant d'entrer? Ou bien, est-ce que n'importe qui, mis tout en haut d'une pyramide, deviendrait un tyran sadique? C'est une super question. C'est un réflexe de penser que le mal, c'est juste une anomalie de la personnalité de certains. C'est rassurant de penser ça, ouais. Sauf que la psychologie sociale dit le contraire. Les sources font d'ailleurs un parallèle direct avec la fameuse expérience de la prison de Stanford, menée par Zimbardo en 71. L'expérience avec les étudiants qui jouaient les gardiens et les prisonniers. C'est ça. Des étudiants très stables psychologiquement, et en quelques jours, les faux gardiens ont eu des comportements sadiques terrifiants. Le grand mécanisme derrière ça, c'est la désindividualisation. Ah! Le fait qu'ils n'ont plus de prénom dans le bâtiment, ils s'appellent par leur numéro d'étage? Le numéro un objet inférieur. Et ça justifie la violence, la privation de sommeil, parce que l'autre n'est plus vraiment humain. C'est fou. Mais pourquoi ceux d'en bas se laissent faire, en fait? Moi, j'ai envie de leur crier de se rebeller. C'est lié au concept d'impuissance apprise, théorisé par Martin Seligman. Quand tu subis des punitions aléatoires et constantes, ton cerveau finit par intégrer que c'est inutile de lutter. Même si la porte est ouverte, tu ne fuis plus. Voilà. Les étages inférieurs sont tellement broyés qu'ils pensent que le système est invincible. Et il y a aussi le rôle de ceux qui regardent sans rien faire, comme l'étage 5. L'étage 5, oui. Elle pleure devant les injustices, elle trouve ça horrible, mais elle ne bouge pas le petit doigt. Et l'effet témoin classique, couplé à la diffusion de la responsabilité. En gros, plus il y a de monde, moins on se sent personnellement responsable d'intervenir. On attend que quelqu'un d'autre le fasse. C'est glaçant de réalisme. Mais il y a un truc, c'est là que ça devient vraiment intéressant dans notre analyse. L'argent, le temps, la violence, tout ça n'est pas qu'une question de lutte des classes basiques. Non, en effet, il y a une mécanique cachée bien pire. Au début, les joueurs pensent qu'ils gagnent du temps en fournissant un effort physique. Ils montent des milliers de marches jusqu'à l'épuisement total pour faire tourner le compteur. C'est le vieux modèle du travail à la sueur de son front, quoi. Sauf que c'est faux. Le compteur de temps ne s'accélère pas grâce à l'effort physique. Il ajoute du temps uniquement quand le public invisible est diverti. C'est un point absolument crucial de la série. C'est fou. C'est exactement comme les algorithmes de nos réseaux sociaux aujourd'hui. L'effort n'a aucune valeur si tu ne captes pas l'attention. Les créateurs sur TikTok ou Instagram doivent toujours aller plus loin dans le drame. Ils en viennent à monétiser leur propre traumatisme. Exactement. Juste pour avoir des likes et payer leurs factures. Dans le jeu, c'est pareil. Ils doivent se détruire devant la caméra pour survivre économiquement. Et ce passage de l'économie du travail à l'économie de l'attention prend tout son sens quand on regarde le contexte sud-coréen. Nos notes parlent du concept de Hell Joseon. Le fameux enfer socio-économique, c'est ça, hein? Oui, un enfer pour la jeunesse. La compétition est brutale, l'endettement des ménages dépasse les 100% du PIB, et tu peux étudier toute ta vie pour finir précaire. Et ça, c'est parfaitement incarné par l'étage 2, la fille forte, qui essaye de tout résoudre par le travail acharné. Tout à fait. Elle est d'ailleurs une référence directe à la grève de Sangyong Motors de 2009, où des ouvriers ont occupé leur usine face à des licenciements massifs et ont subi une répression terrible. Donc, dans le jeu, sa force physique ne sert à rien face au système financier. C'est tragique. Mais cette idée de spectacle permanent, de devoir performer pour une audience, ça nous concerne tous aujourd'hui. Bien sûr. Si l'on relie cela à une image plus large, c'est le panoptique de Jeremy Bentham. Le concept de la prison circulaire, C'est ça, une tour de garde centrale, et les prisonniers ne savent jamais quand ils sont observés, du coup, ils se surveillent eux-mêmes. Mais aujourd'hui, à l'ère du numérique, ce panoptique est décentralisé. ah, je vois. Il n'y a plus un seul gardien au centre, c'est nous tous avec nos téléphones. C'est le public qui est la tour de garde. Exactement. Ça crée une anxiété permanente qu'on appelle la scopophobie, l'angoisse d'être vu, jugé en permanence. Il faut mettre sa vie en scène pour ne pas disparaître des algorithmes. Et c'est cette focalisation sur le regard extérieur qui démarque vraiment cette œuvre des autres. Parce que dans les notes, on cite souvent d'autres séries comme Pyramid Game ou le film La Plateforme. Et bien sûr, l'incontournable Squid Game. Voilà. Sauf que c'est hyper différent. Dans Squid Game, quand un joueur meurt, il n'y a plus d'argent dans la cagnotte et c'est fini pour lui. La mort est limite une victoire pour les autres. Oui, alors que dans The Eight Show, la règle est radicalement opposée.
Avec son propre bourreau, en fait. Imagine devoir soigner et nourrir la personne qui t'a torturé la veille, juste pour être sûr qu'elle reste en vie et que ton compteur d'argent continue de tourner. C'est pire que de la tuer, hein. C'est une nuance brillante. Ça pose la question de notre propre complicité dans les systèmes qu'on déteste. Et ça va même jusqu'au réalisateur lui-même, Anne Jérém. Oui, ses confidences dans nos notes sont assez incroyables. Il assume une position hyper inconfortable. Il dit carrément qu'il se sent comme l'étage 7. Il sait très bien qu'il est complice du système capitaliste des grandes plateformes de streaming. Il utilise la violence et la pauvreté pour faire du divertissement, quoi. C'est ça. Et pour pallier ça, il a choisi de rendre la violence très inconfortable. Pas de plan cool, pas de trucs stylisés. Il voulait transmettre le stress et la culpabilité directement au spectateur. C'est du génie. D'ailleurs, ça nous amène à la conclusion méta de l'histoire. À la fin, les survivants réussissent à sortir. Ils sont riches, mais totalement brisés psychologiquement. Et que fait l'intellectuel de l'étage 7 ? Il écrit un scénario de cinéma basé sur leur traumatisme absolu pour essayer de le vendre à des producteurs. C'est d'un cynisme sidérant. C'est la preuve ultime que le capitalisme finit toujours par digérer sa propre critique, hein. Il avale la rébellion et la recrache sous forme de contenu divertissant. La boucle est bouclée. On consomme notre propre horreur. Mais du coup, ça soulève une question cruelle sur notre rôle à nous, le public. On est le carburant de tout ça. Tant qu'on donnera notre attention à ces algorithmes, la machine continuera de monétiser la souffrance humaine. Ça me laisse sur une dernière réflexion, qui n'est pas dans le résumé de base, mais qui découle de la métaphore de la fin. Le funambule, l'étage 1, qui marche sur un fil au-dessus du vide pour amuser les autres. Oui, l'acte de désespoir ultime pour faire tourner le compteur. Et la seule façon qu'ils ont trouvée pour arrêter le massacre, c'est de détruire physiquement les caméras. Ils ont dû sacrifier l'argent pour sauver leur humanité. C'est un choix fort. Et ça pose une question pour nous tous. Dans notre monde où la tension est reine, aurions-nous le courage de détruire nos propres caméras, de détourner le regard des écrans pour enrayer la machine? C'est un sacré défi. Détourner le regard, aujourd'hui, c'est peut-être le plus grand acte de rébellion qu'on puisse faire. Nous arrivons à la fin de notre voyage aujourd'hui sur le murmure digital. Qu'avez-vous pensé de ce sujet? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À très vite pour un nouveau murmure.